Merci pour votre fidélité à cette émission Talk Politique. L'auteur du roman Le sang pour l'alternance est déjà avec nous. Alimou Senta aborde dans son ouvrage le combat mené par le président Alpha Condé pour se maintenir au pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci. Bienvenue. Merci à votre équipe pour cette invitation et merci à vos millions d'auditeurs. C'est un plaisir d'être là. Bienvenue donc. Pour commencer, une réaction sur la chute du président Alpha Condé. Écoutez, je pense que c'est tout simplement une sorte de libération parce qu'on doit dire que depuis le début, on va dire, du régime d'Alpha Condé, très tôt, juste après les élections présidentielles, aux élections législatives déjà, on commençait à enregistrer des morts. Ça a été la même chose à l'occasion des élections présidentielles de 2015, aux élections législatives du 22 mars, malheureusement jusqu'au mandat de trop, où nous avons eu assez de victimes. La vie a été banalisée dans ce pays. Nous avons vu des choses atroces dans ce pays. Et donc, c'est une libération, ne serait-ce que aujourd'hui, avec la réinstauration de la sacralisation de la vie, je pense que ne serait-ce que ça, c'est une libération. Donc, vous avez bien accueilli le coup d'État. Absolument. Alors moi, je vais un peu revenir en arrière, revenant sur votre livre. Qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire un tel livre et qu'est-ce que vous avez voulu véhiculer à l'opinion? Merci pour votre question. Je pense que les deux questions, on va dire, ont pratiquement une seule réponse. Au fait, j'ai écrit ce roman. À un moment donné, je me sentais assez impuissant. Lorsque j'assistais et je voyais toutes ces tueries, des personnes qu'on tuait par balle et parfois des pick-up qui marchaient sur les gens, lorsque je voyais ces belles demoiselles qui étaient arrachées à la fleur de l'âge, j'étais complètement dépassé. Et en tant qu'intellectuel, ne pouvant pas prendre une arme, eh bien, je ne pouvais qu'écrire pour ne pas qu'on oublie ces martyrs tombés, pour ne pas qu'on oublie eh bien, ces jeunes femmes, ces jeunes tombés pour l'alternance dans notre pays. Et donc, j'ai écrit ce roman pour qu'on se rappelle. J'ai parlé de beaucoup de choses dans ce roman, mais pratiquement mon principal message, c'est de dire à tous les Guinéens, n'oubliez pas, souvenez-vous. Beaucoup de personnes sont tombées pour l'alternance dans notre pays. S'il vous plaît, ne les oubliez pas. Et plus loin, bien entendu, je rêve pour que cet ouvrage soit un tremplin pour que justice soit faite. Alors, dans ce roman, vous dites qu'il y a une sorte de malédiction de la présidence à vie. En Guinée, vous parlez notamment du régime Sékou Touré, vous parlez de Lansana Conté, mais vous dites qu'il y avait une sorte d'espoir à l'arrivée du président Alpha Condé. Bien entendu, écoutez, M. Alpha Condé, je dois dire que j'étais l'un de ceux-là qui respectaient le parcours de M. Alpha Condé. On peut tout dire sur M. Alpha Condé, mais au cours de son combat politique avant 2010, il a été très cohérent, très constant. Il a lutté pour la démocratie, nous l'avons entendu. Et donc, M. Alpha Condé était un grand espoir, je dois le dire. Il a fait le droit, il a fait la France. Et donc, en 2010, en tout cas personnellement, je ne m'attendais pas en 2020 de voir ce bilan qu'il a fait. Et donc, c'était vraiment un espoir. Et on pensait vraiment qu'au bout de ces 2 mandats, qu'il partirait. Et donc, c'est pourquoi il y a eu un espoir très tôt. Malheureusement, à la fin, qui s'est soldé. Alors, pour vous, à quel moment il a changé, l'homme? Et qu'est-ce qui, en tout cas, l'a fait dévier aujourd'hui? Où il s'est heurté? Oui. Effectivement. Écoutez, moi, je pense que malheureusement, c'est la drogue du pouvoir. Beaucoup de nos chefs d'État africains, nous l'avons vu, au début, ils sont animés par de bonnes intentions. Mais dès qu'ils goûtent au pouvoir, dès qu'ils voient, on va dire, tous les avantages et les privilèges qu'ils ont avec le pouvoir, je pense que ça fait qu'ils ont envie de rester. Et surtout, il y a un clan qui rôde derrière, un clan qui a beaucoup d'intérêt, qui est pratiquement dans tous les secteurs et qui sait très bien que dès que le chef part, eh bien tout ça, on va dire, ça retourne à zéro. Et donc, il y a ce clan, il y a M. Alpha Condé. Moi, je pense que ce sont ces privilèges-là parce que je ne peux... ce n'est que ça, en fait. Vous citez notamment le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Kassori, dans votre roman. Vous citez Mouktar. Alors, très bien. Dans mon roman, d'abord, il faut qu'on fasse une petite nuance. Dans mon roman, je parle de la République de Guinée. De Guinée, bien entendu. Je m'inspire de Guinée pour parler de Guinée. Et dans mon roman, je parle du président Dikon.
bien entendu, je parle du Premier ministre Kosson. Ok, je parle du ministre de la Jeunesse Moular Makanaki. Eh bien, tous ces personnages, il faut contextualiser. Je suis dans le cadre d'un roman. C'est une fiction inspirée de la réalité. Alors, j'aimerais quand même qu'on se rappelle de ça. Donc, je parle directement de Moular Makanaki dans mon roman. Mais vous parlez bien de Mouktar. Oui, vous parlez du ministre de la Jeunesse. Je dois dire que c'est cette personnalité qui m'a inspiré pour créer mon personnage de Moular Makanaki. C'est ce personnage et puis un autre Makanaki aussi voilà. Alors, quel rôle ces personnages, puisque vous préférez qu'on le dise ainsi, ont joué? Alors, ces personnages, malheureusement, ce sont des personnages qui étaient derrière le président et qui savent très bien que leurs intérêts dépendent de M. Descamps. Et donc, ils font tout. L'un, le Premier ministre Kosson, c'est un spécialiste de gros mensonges. Et le Moular Makanaki, c'est quelqu'un qui a inspiré à un moment donné jusque vers la fin. Et puis pratiquement, je ne sais pour quelle raison, qui a changé de veste. Et puis qui s'est retrouvé à régner tout ce qu'il a défendu par le passé. Et je dois rappeler que ce Moular Makanaki disait que Alpha Condé, il traitait Alpha Condé de tous les noms. C'était un incompétent, un corrupteur, un sanguinaire. Et puis d'un seul coup, on voit que tout ça s'est oublié. Maintenant, M. Alpha Condé, c'est un bâtisseur. Et donc, j'ai parlé de Moular Makanaki parce qu'à un moment donné, vers la fin, on va dire, de ce régime, en quelque sorte, la démagogie était devenue trop banale. Elle était devenue très répandue. C'était presque devenu la normale. Et ça, on va dire, ça m'offusquait. Ça m'offusquait que dans le paysage politique, qu'on voie des démagogues, des personnes sans conviction défendre, ils font la politique pour juste défendre leurs intérêts. Et bien, je pense que ça, ce n'est pas une bonne inspiration pour la future génération. Et donc, Moular Makanaki incarne tous ces personnages politiques sans conviction, qui font la politique pour leurs intérêts personnels, qui se renient et puis qui trouvent toujours des arguments. Ce sont eux qui ont trompé, le président Descamps. Si je comprends bien, ces personnages qui sont cités, est-ce que c'est un problème particulier ou bien vous voulez, à travers ces personnages, toucher toutes les personnes qui se comportent comme eux? C'est ce que vous voulez dire? Bien entendu. C'est pas un message purement personnel, mais c'est un message qui s'adresse à une catégorie. Parce que si je prends par exemple, je reviens toujours au cas de Moular Makanaki. Moular Makanaki, c'est beaucoup de politiciens dans notre pays. C'est pas que seulement ce ministre de la Jeunesse. On a beaucoup de Moular Makanaki dans notre pays. Des personnes, on a vu qui hier qui disaient que le président Descamps était le plus mauvais président, c'était un sanguinaire. Et puis tout de suite le lendemain, qui voient que Alpha Condé comme étant le grand bâtisseur en quelques laps de temps. Eh bien ça, c'est des Moular Makanaki. C'est des personnes qui n'inspirent pas confiance. C'est des personnes qui font la politique pour leur intérêt personnel. Et je pense que notre pays n'a pas besoin de ça. Notre pays a besoin de politiciens intègres, de personnes qui sont prêts à sacrifier leur vie pour les intérêts de ce pays. Alors, voilà. On pourrait dire que le président n'est pas totalement responsable. Il n'est pas en tout cas le seul responsable de ce qui est arrivé. Bien entendu, il n'est pas le seul responsable. Il est responsable avec beaucoup de personnes. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, puisque si vous n'avez pas eu le courage d'appeler ces personnages, effectivement, Alpha Condé, Kassori et autres, en tant qu'écrivain, vous rappelez un peu le parcours de ces écrivains de la troisième génération. Je ne sais pas si ils ont été c'est eux qui vous ont inspiré, avec Erno Monenembo dans les Crapaud-Brousse, l'histoire de Gouldé, les secs des tropiques de Alioune Fantouré, l'histoire de Boïdi. Vous avez également les Soleils des Indépendances. Tout à fait. Mais leur époque, c'était un peu l'époque Sékou Touré. Et vous également, vous écrivez ce livre selon votre époque, puisque tous ces arguments que vous avancez là ne commencent pas sous l'ère Alpha Condé. On a parlé tout à l'heure des crimes d'État dans ce pays qui ont commencé depuis Sékou Touré. Vous vous êtes focalisé sur le cas Alpha Condé. Est-ce qu'à cause de l'âge, quand vous écriviez ce livre, vous aurez dû par exemple commencer par le coudéisme? On a connu le coudéisme au temps de Lansana Conté. Peut-être qu'on ne dira pas pire plus que l'ère Alpha Condé, mais est-ce que c'est à cause de votre Pourquoi jeune âge, un accent peut-être sur Alpha, un accent particulier sur le régime Condé? Peut-être ça c'est la plus grande question. L'autre petite question rapidement,
en écrivant ce livre? Est-ce que vous avez l'espoir aujourd'hui que cela va cesser? Merci pour vos questions. Par rapport à votre première question, je pense que vous avez répondu en partie à la question puisque vous avez parlé d'âge. Eh bien, c'est vrai que je suis de cette génération. Oui. Et donc, j'ai lu les crimes qui ont été commis par le premier régime. J'ai lu. Oui. Je n'ai pas vécu, mais j'ai lu. Du temps du coudéisme, j'étais encore, on va dire, assez jeune. J'ai vu, j'ai assisté. Mais là, je suis en plein essor, j'ai vécu, j'y ai participé. Et donc, je pense que cela fait que, on va dire en quelque sorte, et c'est à ce moment que j'ai eu les possibilités, bien entendu, de d'écrire ce roman-là. Donc, effectivement, il y a la question d'âge qui se pose. Mais tout de suite, si vous prenez mon roman, à la première phrase, je fais, on va dire, je tresse le tableau de tout ça. Tout de suite, je parle de la malédiction de la présidence à vie. Je commence par le premier président à vie, 26 ans de règne. Ensuite, je parle du deuxième président à vie, le général, 24 ans de règne. Après, je parle voilà, du capitaine, ainsi de suite. Et vous dites que lui aussi n'aurait pas quitté s'il n'avait pas reçu une balle. Oui, ça reste une opinion personnelle. Ça, on ne peut pas répondre à cette question, mais qui sait? Et donc, et surtout, une chose aussi que j'aimerais tout de suite à la première phrase, je commence par le massacre du 28 septembre. Et donc, bien entendu, on va dire ces massacres, je dénonce assez de massacres. Et dans le roman, au fond, de manière indirecte, je parle de tous ces présidents à vie et je fais allusion à tous ces crimes qui ont été commis, en quelque sorte. Mais je mets bien entendu un accent particulier pour ce que je viens d'assister récemment, puisque ça, c'est encore très frais. Et la deuxième question, c'était sur est-ce que vous espérez que ça ne sera plus le cas dans le futur en écrivant ce livre? Est-ce que ce livre va servir en tout cas? Écoutez, c'est mon plus grand souhait. Si je rêve d'un pays où la vie est sacralisée, je rêve d'un pays où personne ne peut être tué pour ses opinions politiques. Je rêve d'un pays où, lorsque la jeunesse lutte pour l'alternance, qu'elle soit chérie, qu'elle ne soit pas tuée. Je rêve vraiment. Je souhaite que cet élan, cette nouvelle ère que nous sommes en train de vivre, on va dire en quelque sorte qu'elle produise ses valeurs et que les futurs gouvernements que nous allons avoir, qu'ils soient, on va dire, à cheval sur le respect de la vie, sur le respect de la démocratie et de l'alternance. Alors, en parlant de lutte, il y a des jeunes qui se sont engagés, qui ont combattu, qui ont lutté, et vous en parlez aussi dans votre roman, notamment je ne sais pas si vous faites allusion précisément au FNDC ou à une autre structure, mais vous parlez de ce combat qui a été mené pour nous empêcher d'aller vers ce troisième mandat. Bien entendu, dans mon roman, je parle de la coalition nationale pour la défense de la Constitution. Je m'inspire du FNDC, du Front national pour la défense de la Constitution, et dans ce roman, je parle de personnages qui m'ont inspiré parmi, on va dire, le FNDC. Je parle de Bamba, je parle du chef de file d'opposition, de Faba, je parle de Noza, qui est le coordinateur, on va dire, de la coalition nationale pour la défense de la Constitution. Donc, je pense vraiment à eux et je les rends un vibrant hommage. Et c'est aussi l'occasion de saluer beaucoup de personnes. S'il vous plaît, j'aimerais juste mentionner quelques... Je pense qu'on peut revenir. On va revenir tout à l'heure. On pourra notamment parler de la transition qui est en cours dans notre pays. Nous marquons une pause pour les infos. Encore une fois, bienvenue à tous. Merci pour votre fidélité à Film FM Guinée. Vous écoutez Talk Politique sur la 95.3, sur le www.filmguinée.com, mais aussi sur nos plateformes digitales. Vous nous regardez en même temps. On va prendre quelques réactions avant de redonner la parole à notre invité. Bonsoir les talkers, bonsoir à vos millions d'auditeurs. Cette affaire de plainte contre l'ancien président Alpha Condé est tout à fait normale, car personne n'est au-dessus de la loi. C'est à la justice de jouer ce rôle. L'impunité n'a plus de place dans ce pays. On continue avec un autre qui nous écrit également, TMS Le Noble. Bonsoir Yaya et à toute l'équipe concernant le cas du PRAC. Je pense qu'il doit répondre aux exactions, bavures et assassinats commis sous son règne, et ça servira d'exemple aux prochains dirigeants. Donc ce n'est que le début du commencement. L'eau va monter net. On continue avec un autre Sami Kamara qui nous écrit: bonsoir la radio 2.0. Toute personne ou toute institution est justiciable. Ceci dit, le président Alpha Condé, ayant servi le peuple et étant un citoyen, doit être jugé pour les délits et les crimes perpétrés sous son régime. L'injustice entraîne une autre injustice et nous demandons justice pour les victimes du régime. On prend une dernière réaction
Avant de poursuivre, bonsoir Arissa Tousso, qui lui crut donc porter plainte contre Alpha Condé il y a peu, relèverait d'une pure chimère de spéculation. Alpha Condé, au-delà qu'il soit un ancien président, reste un sujet de droit. Par conséquent, son ancien statut de président ne saurait être pour lui une prime à l'impunité. Il faut que cela soit su et compris par tous. On s'arrête là pour continuer l'émission avec notre invité Alimou Senta qui est toujours avec nous. Juste avant la pause, nous étions en train de parler de cette lutte qui a été menée par le FNDC. C'est vrai qu'à un moment donné, beaucoup de personnes se sont découragées. On s'est dit, ça ne donne pas. Le combat n'aboutit pas et malgré tout, quand même, il y a des personnes qui ont cru jusqu'au bout et qui se sont dit à un moment donné, on va mettre fin à cette situation. Bien entendu, au fait, le peuple de Guinée, au cours de son histoire, on doit dire que c'est un peuple qui a été brave. C'est un peuple, on va dire, qui a lutté. En tout cas, qui a lutté pour la démocratie. Et récemment, avec le 3e mandat, je pense qu'avec cette nouvelle génération, nous avons vu assez de jeunes intellectuels très engagés qui n'ont jamais baissé les bras, malgré que la répression se faisait partout. Ils ont tenu, certains ont été obligés de quitter le pays, d'autres ont été emprisonnés, beaucoup ont été tués. Mais ils ont tenu. Vous savez, dans un combat de telle sorte, le plus important, c'est de ne pas baisser les bras. Je pense que si le peuple s'était résigné, avait croisé les bras, avait fermé sa bouche, je pense que ça aurait été le grand bonheur d'Alpha Condé, mais ça n'a pas été le cas. La lutte s'est faite jusqu'à la victoire. Vous avez senti que la Guinée a été abandonnée par la communauté internationale, notamment les institutions sous-régionales? Bien entendu, en tout cas la CEDEAO, je pense qu'il n'y a pas eu une véritable assistance de leur part. Il n'y a pas eu une véritable implication également de leur part. Effectivement, il y a eu une sorte d'abandon. Seulement certaines chancelleries ont condamné ces exactions qui se faisaient dans notre pays. Mais certaines organisations sous-régionales sur lesquelles, on va dire, le peuple s'appuyait, parce qu'on faisait référence aux juridictions de la sous-région, mais malheureusement, le combat était principalement porté par le peuple de Guinée. Eh bien, on va peut-être changer de sujet. Parlons maintenant de cette transition. Vous avez écrit un roman. Ça veut dire que vous êtes soucieux de l'avenir de ce pays. Est-ce que vous avez un regard attentif sur cette transition, sur la gestion du CNRD, et quel bilan pouvez-vous tirer de ces 3 mois de gestion du CNRD? Alors, je pense que pour ces premiers pas du CND, il y a eu assez d'actes positifs qui ont été posés. Il y a eu des décisions très courageuses qui ont été prises pendant ces 3 mois de gouvernance. Je fais allusion à la mise à la retraite des généraux, je fais allusion à la mise à la retraite de milliers de fonctionnaires, je fais allusion au toilettage de plusieurs institutions de la République. Tout ça, ce sont des décisions courageuses qui ne pouvaient être prises que par un gouvernement, on va dire, par des autorités pareilles. Et donc, pour ça, je salue cet effort. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont en perspective. Nous attendons de voir. Il y a une commission, il y a la Cour de répression des infractions économiques et financières qui a été mise en place, qui a mandat, on va dire, de poursuivre tous ces crimes économiques qui ont été faits. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se feront. Est-ce que ces autorités vous inspirent? Parce que aussi, on se rappelle du CNDD. En 2000, on a vu 2008, Dadi Checho et tout. Ça a quand même suscité beaucoup d'espoir chez les citoyens lambda, même si les intellectuels ou avertis étaient quand même sceptiques de la façon dont les choses évoluaient. Mais en tout cas, à un moment donné, CNDD montrait
la volonté de faire lui aussi un toilettage. Et je crois, même si la méthode elle est différente avec le CNRD, mais quand même le CNRD aussi est dans cette logique. Est-ce que vous êtes vraiment confiant ou bien vous êtes inquiet quant à l'aboutissement de cette démarche du CNRD? Écoutez, moi je suis confiant. Je suis très confiant. C'est vrai qu'il y a toujours une part d'inquiétude qui va persister, mais je suis très confiant dans l'ensemble. Je pense que les contextes sont différents. En 2008, c'est un président à vie qui était décédé. Et donc, il y a eu ce coup d'État que nous avons vu. Et cette fois-ci, au fait, cette intervention, c'est la suite logique de cette lutte qui a été menée par le peuple de Guinée. Et on va dire, du fait que ces autorités ont pris le pouvoir, mais elles savent très bien que les attentes du peuple d'aujourd'hui, de 2021, ne sont pas les attentes de 2008. Et je ne pense pas qu'ils puissent commettre ces erreurs, on va dire, Mais vous avez eu la même confiance avec Alpha Condé à son arrivée. Vous-même, vous disiez que il inspirait confiance. Mais malheureusement, il a dessus. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le CNRD, qu'est-ce qu'aujourd'hui le CNRD, peut-être, quelles sont les garanties? Peut-être on ne peut pas les avoir, mais qu'est-ce que le CNRD doit faire pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs que le CNDD ou le président Alpha Condé lui-même? Écoutez, la seule chose à ne pas faire, c'est de ne pas vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est de ne pas vouloir passer par des manœuvres pour rester au pouvoir après les élections. Je pense que ça, c'est vraiment la ligne rouge à ne pas franchir et je pense que ces autorités sont très conscientes de cela. Le reste, je salue quand même ces efforts qui sont en train d'être faits dans le cadre de l'assainissement de nos finances publiques, ces grandes réformes qui sont en train d'être faites. Et donc, tout ça, c'est des actes positifs que je suis en train de saluer, que je salue d'ailleurs, et que je souhaite qu'on aille beaucoup plus, parce qu'à mon avis, c'est une fenêtre politique que nous avons. C'est l'occasion vraiment de revoir tout ce qui n'a pas... C'est pas l'impression qu'on a. On a l'impression que le CNRD est sur tous les fronts en même temps. Alors qu'on n'a même pas un calendrier pour les élections. On ne parle pas de ce qui est essentiel, de la transition, de sa durée. Personne ne sait où on va. Et les institutions ne sont pas encore meublées. On a toutes les institutions plutôt, je vais préciser. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Il y a quoi s'inquiéter. Tout à l'heure, j'ai dit que je suis globalement, je suis très confiant, mais il y a toujours une part d'inquiétude qui subsiste. Cette part d'inquiétude, effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est entre autres la durée de la transition. Jusqu'à présent, on ne sait pas. On espère qu'avec la mise en place du CNT, cette date la durée sera mentionnée en fonction des activités qui doivent être faites par ces autorités. Mais encore une fois, vous avez mentionné quelque chose de très important. À un moment donné, il va falloir qu'on ait le calendrier des élections et je pense que ce qui retarde ça, c'est peut-être la mise en place de certaines institutions. Alors, Arissatou, rapidement... D'accord, sur la durée. Hein? Non, au-delà de la durée, peut-être ça va venir. Mais dans ce livre, vous avez parlé du combat du FNDC. Des gens qui se sont sacrifiés pour ce pays, même si après, c'est la Providence qui a finalement permis au pays de se libérer. Mais est-ce qu'au-delà de la satisfaction que vous affichez à l'endroit du CNRD aujourd'hui, vous n'êtes pas quelque part un peu dessus avec tout ce combat, que le CNRD ne puisse pas un peu penser à tous ces jeunes qui se sont sacrifiés pour la gestion de cette transition? Parce qu'on voit quand même dans la gestion de cette transition des gens qui ont favorisé le troisième mandat. Oui, ça c'est... Et qui sont toujours là. Vous n'avez pas ce sentiment de regret? Eh bien... Bien entendu. Et vous savez, pour la question des victimes, des martyrs, je pense que ce n'est même pas de la part du CNRD. Je pense que c'est une question aussi qui n'est pas assez évoquée par les politiques, qui n'est pas assez évoqué par beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, on est beaucoup plus focalisé sur les élections, on est beaucoup plus... On a vu le président Doumbouya au cimetière de Bambeto, on l'a vu au stade du 28 septembre. C'est une forme de reconnaissance de ce qui a été fait. Je suis d'accord, mais je parle de la question de l'évocation des martyrs tombés, on va dire, sous cette présidence. Je pense que cette question n'est pas assez évoquée par les politiques. On est beaucoup plus focalisé sur la mise en place des institutions, notamment le CNT. On est
est beaucoup plus focalisé sur le calendrier des élections. Mais pour la question des martyrs, eh bien, elle n'est pas assez évoquée. Elle est évoquée, mais pas comme les autres questions. Et justement, à mon avis, cette transition qui a la possibilité de prendre des décisions très courageuses, il ne faudrait pas que les politiques attendent, que les acteurs de la société civile attendent que ces autorités passent pour parler de la justice des martyrs tombés récemment. Non, mais moi je pense, oui, récemment peut-être, mais je pense qu'il faut d'abord se battre pour qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel pour évoquer certains dossiers. Déjà, pour parler, quelle va être la durée, quelle doit être la durée de la transition. Parlant de justice et tout, nous voyons il y a actuellement des activités liées à l'organisation du procès, par exemple, du massacre du 28 septembre. Je pense que tout ça explique la volonté aujourd'hui des autorités et en tout cas de faire ces dossiers judiciaires une priorité. Le fait de rester sans évoquer à chaque fois le cas des victimes et martyrs, c'est votre avis. Moi, je pense que l'essentiel, c'est d'abord un retour à l'ordre constitutionnel. Après, ça peut venir. Écoutez, nous avons mis en place la Cour de répression des infractions économiques et financières sans pourtant qu'il n'y ait encore retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que cette Cour, elle aurait dû avoir une appellation de crime de sang ou de crime. Je pense qu'on aurait dû avoir une Cour de répression des infractions économiques, financières et de sang. Parce que ça va peut-être ou mettre en place spécialement une autre cour spéciale, peut-être qui va s'intéresser à ces crimes. En ce qui me concerne, on doit vraiment mettre un accent particulier sur les criminels, sur les responsables des assassinats. À mon avis, entre un voleur et un assassin, je préfère être avec un voleur que d'être avec un assassin. À mon avis, la question des assassins doit être prioritaire. C'est vrai que je suis d'accord. On doit sanctionner les crimes économiques, mais on ne doit pas oublier les crimes de sang. Les crimes de sang, on ne doit pas les oublier. Et malheureusement, au fait, nous avons tous vécu ça. Il y a toute une liste qui a été faite. Il y a des organisations, Amnesty International, il y a l'FNDC qui a fait un véritable travail, qui a pratiquement dans ses archives la liste de toutes ces victimes. Et donc, tout de suite, si on a la volonté politique, on peut comment dire, faire la justice de ces crimes-là. Alors, donc, moi, je dis ça. Vous battez pour l'alternance, mais est-ce que aujourd'hui le CNRD est acculé par les organisations internationales? Est-ce que vous êtes du même avis que les États-Unis qui estiment que partout les transitions ont réussi? Il y a eu une durée très courte. Parce que vous disiez que avec Alpha Condé, vous étiez optimiste. Mais au fur et à mesure, l'homme avec le pouvoir a fini par se défaire de tout ce qui, en tout cas, de tous ces valeurs, de ces valeurs et tout. Ouais. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le CNRD doit poser des bases et organiser rapidement les élections, peut-être permettre à ce président qui sera démocratiquement élu de finalement d'engager tous les vœux dont vous exprimez aujourd'hui pour rendre justice? Écoutez, moi je suis d'accord avec une transition effectivement, je dirais pas rapide au sens juste, transition courte. Voilà, ou juste courte et rapide, c'est la même chose. Non, pas forcément. Attention, la transition peut être courte, mais pas rapide. Tout à fait. Et donc, moi, effectivement, je suis pour une transition courte, mais qui permet quand même de revoir, on va dire, de refonder l'état de notre pays. Eh bien, je pense que ces décisions courageuses qui sont en train d'être prises aujourd'hui par le CNRD, ça aurait été très difficile pour un politique de le faire. Je pense que le CNRD a l'avantage d'avoir aujourd'hui une sorte de légitimité populaire. Et elle sait très bien qu'elle est là pour une courte période. Et si pendant cette période, elle peut permettre à notre État de revoir assez de choses, de revoir, on va dire, les finances publiques, de revoir l'organisation de l'État, de revoir les institutions de telle sorte que le gouvernement civil qui viendra après, qu'il ait plus de moyens, plus de temps pour gouverner. Moi, je pense que c'est important quand même de prendre ce temps-là. Parce que notre Arissatou a dit quelque chose ici tout à l'heure, que le CNRD, beaucoup
de front aujourd'hui. Je pense justement, quelle durée pour toute cette transition? Est-ce que si on parle... Vous allez me laisser poser la question sur la durée. Hein. Justement, je parle de cette question de durée. C'est la question de durée. Est-ce que, comme l'a dit Arissatou, le CNRD qui est sur beaucoup de fronts aujourd'hui ne risque pas de passer à côté justement de cette question épineuse de la durée de la transition, parce que tout finit par cette durée de la transition. Est-ce que finalement le CNRD ne risque pas de rester longtemps au pouvoir? Alors, je pense qu'ils ne pourront pas rester très longtemps au pouvoir parce qu'ils savent qu'ils sont là de manière provisoire. Mais encore une fois, au fait, si cette transition, elle profite de ce temps, de cette période, pour revoir certaines choses qu'on aurait du mal on va dire, à changer dans un gouvernement civil, comme la réorganisation de l'armée, comme la réorganisation de la fonction publique, le rajeunissement de la fonction publique, comme on va dire la justice sur certains crimes qui ont été commis. Je pense qu'ils doivent faire ça, mais le plus important, comme vous l'avez dit, la mission principale d'une transition, après tout, c'est d'organiser des élections pour la mise en place. Et vous, honnêtement, ça vous renvoie à quelle date? Parce que beaucoup de propositions ont été faites par des politiques. La CEDEAO qui parle de 6 mois, la NAD qui parle de 1 an, 6 mois également, qui est 18 mois. Et vous, qu'est-ce que vous proposez en termes de durée qui peut permettre aujourd'hui d'atteindre ces objectifs? Écoutez, si je fixe une durée, j'allais dire... une proposition, vous n'allez pas fixer. Une proposition, au fait, sur la base des élections, si cette transition ne devait se baser que sur les élections présidentielles, législatives sur toutes ces élections, eh bien, écoutez, je ne suis pas dans le secret de la transition pour savoir tous les dossiers, pour savoir... Bon, encore une fois, vous avez du mal à proposer. Non, vous-même vous disiez que si cette transition pouvait permettre à lutter contre la corruption, les crimes de sang et beaucoup de choses, et peut-être déboucher sur les élections, vous pouvez faire une proposition. Je suis d'accord avec ça. Vous pouvez faire une proposition. En une année, on peut faire 24 mois. Rapidement, je voulais... Pour terminer. Rapidement, par rapport à... Dernière question. C'est une contribution. Souvent, je vois dans les quartiers ou bien, en tout cas dans la communication, les gens pensent que le fait pour le CNRD d'être dans tous les fronts amène à ces autorités à s'éterniser. Moi, je pense que les gens se trompent. Non, pas forcément. Ils sont obligés. C'est pas le fait qu'ils soient sur tous les fronts qu'ils restent. Ils peuvent entamer, mais pas terminer. Celui qui viendra peut continuer. Imaginez-vous, est-ce que vous voulez dire parce qu'ils doivent quitter très tôt, ils doivent laisser certaines questions, certains sujets qui doivent être quand même très importants. L'État, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité. Ils peuvent entamer, même s'ils sont sur tous les fronts, ça ne veut pas dire qu'ils veulent rester éternellement au pouvoir. Allez-moi très rapidement, quelques secondes pour terminer. Votre mot de la fin. Alors, je voudrais dire à tous les auditeurs, on va dire à nos acteurs politiques, aux autorités du CNRD, de se souvenir, de se rappeler que très récemment, on assistait à l'assassinat de jeunes Guinéens. Je fais allusion à, on va dire, à des personnes réelles que nous avons vécues. Par exemple, permettez-moi, nous avons un Abdoulaye Djumbo Diallo qui a été un jeune de 18 ans, élève qui a été assassiné, qui a été tué par balle aux alentours de 17h à Carrière. Je mentionne Mamadou Moussaba, tué par balle le 19 octobre 2020 à Sanoya. Je parle de Mamadou Seydou Diallo, 14 ans. Je parle de Thierno Nassir aussi là. Je parle de Abdoulaye Djibril Ba. Ça, c'est des personnes que nous avons vues. C'est des personnes qui ont été tuées par balle. Ce sont des personnes sur lesquelles des pick-up ont marché. Je pense que
il faut vraiment que la justice soit faite pendant cette transition. Heureusement que nous avons vu, il y a le collectif de victimes qui a déjà porté plainte. Oui. Je pense que les autorités doivent prendre à bras le corps cette opportunité pour que justice soit rendue. Il ne faudrait surtout pas que l'on pense qu'un chef d'État, c'est un être extraterrestre, c'est un être qui doit répondre de ses actes devant la justice, et M. Alpha Condé et tous ces criminels doivent répondre de leurs actes devant la justice. Merci beaucoup à vous, Alimou Senta, citoyen engagé et auteur du roman Le Sang pour l'alternance. Dans un instant, nous vous donnons la parole au 421 85.